Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. L'euro est mal aimé des Français qui pourtant veulent majoritairement le garder. Sondage cruel et paradoxal, publié par le journal du dimanche qui à l'occasion des 10 ans de la monnaie unique propose une étonnante photographie. L'IFOP indique que 81% des sondés lui imputent à l'euro une forte hausse des prix, mais que 64% d'entre nous veulent le garder. Nous avons donc intitulé cette émission « L'euro est-il une bonne monnaie ?» Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Philippe de Sertine est économiste, professeur de finance à l'université Paris-X-Nanterre. Vous dirigez par ailleurs l'Institut de haute finance. Et je rappelle votre dernier livre paru chez Anne Carrière, La décompression. Jacques Sapir est lui aussi économiste, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et professeur associé à l'université de Moscou. Votre livre, La démondialisation, est paru au Seuil. Et j'annonce ce soir la parution de Faut-il sortir de l'euro la semaine prochaine chez le même éditeur. Pascal Perry. Pascal Perry est lui aussi économiste. Vous avez fondé et co-présidé le Club des entreprises low cost et dirigé le cabinet de conseil PNC. Parmi vos nombreux ouvrages, citons ce soir votre livre sur la bataille du pouvoir d'achat paru chez Erol. Enfin, Jean-Pierre Gaillard est chroniqueur boursier à France Info, président du Cercle des épargnants et de l'EGIGA, conseiller en investissement. Votre livre, La Bourse, est lui publié chez Jacob Duvernay. Alors ma première question sera très simple. Elle fait le titre de cette émission et j'aimerais qu'on essaie d'y répondre simplement. Après on détaillera. L'euro est-il une bonne monnaie? Philippe de Sertine. Je crois que le terme bonne ou mauvaise monnaie, d'ailleurs, est quelque chose d'un peu curieux en réalité. Est-ce que l'euro est une monnaie? La réponse est oui. Est-ce que l'euro est perçu comme une mauvaise monnaie? Je vous ai connu plus. Est-ce que l'euro est perçu comme une mauvaise monnaie, notamment par les Français? Là, il semble effectivement qu'en ce moment, évidemment, l'euro est considéré comme l'origine de bien des maux que nous vivons du point de vue économique, mais même d'un point de vue plus large, du point de vue social. Ce que je crois, c'est que l'euro a été une monnaie extraordinaire qui s'est constituée de manière vraiment extraordinaire, c'est-à-dire on a un certain nombre de très grands pays qui ont décidé d'un seul coup de créer une monnaie unique. Ça s'est passé de manière extrêmement facile, pourrait-on dire. Ça a été un non-événement et là-dessus il y a eu une crise qui s'est produite. Alors Philippe de Sertine, vous n'avez pas répondu à ma question. Je sais bien qu'elle est brutale et voilà, mais je vous demande quand même de vous engager. On a 1h10 pour débattre de tout ça. Si vous voulez, vous venez de me répondre comme on le faisait à une époque sur ce qu'on appelait, vous savez, le sentiment d'insécurité, la perception ou l'insécurité. C'est-à-dire qu'au même moment, on avait des dames qui se faisaient arracher leur sac dans la rue, on leur disait après non, c'est un sentiment d'insécurité. Elles ne pouvaient pas l'entendre. Vous me dites c'est une bonne, vous pourriez me dire c'est une bonne monnaie, mais on traverse une crise difficile. Voilà. Alors, donc, je ne vous fais pas de votre texte. Donc oui. Non, moi je vais vous dire très clairement, mon sentiment, c'est que l'euro est une bonne monnaie. Est une monnaie qui a été bien gérée par des autorités techniques qui posent un problème aujourd'hui aux politiques européens. Donc voilà, donc c'est une bonne monnaie et on va dire c'est un grand message qu'il faut envoyer à mon avis aux citoyens européens. Je fais mon tour de table. Qu'en pense Jacques Sapir? L'euro est-il une bonne monnaie? Alors, le problème c'est que la réponse va dépendre des personnes que vous allez interroger. Non mais c'est très simple. Remarquez, ça me rassure parce que c'est dans l'air encore un sens. Non, pour les banquiers et pour les gens qui globalement sont dans la finance, oui, l'euro a été une bonne monnaie. Pour les entreprises industrielles, ça a été plutôt une mauvaise monnaie, en France en particulier, et en Italie et dans d'autres pays. Et le problème se pose de savoir qui va prévaloir. Est-ce que c'est plutôt l'opinion des banquiers et des gens qui sont liés à la finance, ou est-ce que c'est plutôt l'opinion des gens qui sont liés au secteur réel? On ne peut pas parler de bonne ou de mauvaise monnaie comme cela. Parce qu'une bonne monnaie, ça peut être une monnaie qui a, à un moment donné, un taux de change par rapport aux autres monnaies plutôt faible. Ça, c'est plutôt l'avis des industriels et des travailleurs. Mais pour un banquier, mais aussi, par exemple, pour un épargnant ou pour un retraité, il va dire il faut plutôt que l'euro ait une forte valeur. Alors on pourrait dire par exemple d'une monnaie qu'elle est un bon instrument mais qu'elle est mal utilisée. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas simplement ça. La question c'est de savoir à quoi va servir cet instrument. Et aujourd'hui on peut dire que l'euro n'a pas favorisé la croissance dans la zone euro. Il a plutôt été, et ça maintenant c'est tout à fait établi, un frein pour la croissance dans les pays de la zone euro. Et il a à un moment donné permis effectivement un refinancement correct des dettes, mais depuis 2009, c'est quelque chose qui a complètement éclaté. Bonne ou mauvaise monnaie, Pascal Perry? Moi je pense que c'est plutôt une bonne monnaie, en écho à ce que vous indiquez pour les Allemands, par exemple. C'est aussi une bonne monnaie pour les Français.
c'est probablement une mauvaise monnaie pour les Grecs, pour les Espagnols et pour quelques autres qui sont en difficulté. Moi, je crois qu'on ne peut pas accuser l'unité de compte. On peut accuser éventuellement ceux qui font les comptes. Dans mon esprit, il n'y a pas de vraie crise monétaire. Il y a une crise budgétaire, il y a une crise de la spéculation, alors que l'euro a radicalisé les difficultés de ceux qui étaient déjà en difficulté. Oui, ça me paraît évident. Mais vous savez, avant de venir vous voir, je suis allé prendre un café juste à côté. Et ça, c'est la note. Hein, 9,60 € pour un thé et pour un chocolat. J'ai regardé les cours du chocolat, ils ont un peu augmenté. J'ai regardé les cours du thé, ils ont aussi un peu augmenté. Enfin, ça fait quand même, si on revient en francs, une note à 60 francs. Est-ce que pour autant on doit accuser l'euro? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est la responsabilité du cafetier, c'est-à-dire la responsabilité de celui qui utilise la monnaie. Voilà ma réponse. On va revenir aux questions d'inflation, évidemment, je le précise. Jean-Pierre Gaillard, alors. Alors pour moi l'euro en tant que monnaie, c'est un succès. Tout d'abord, une mise au point. Il n'a pas 10 ans, hein, l'euro. Hein. Il a 10 ans dans nos porte-monnaies, mais il a 13 ans d'existence. Il a été créé le 1er janvier 1999, et depuis ce temps, il sert dans les comptes bancaires, dans les échanges internationaux, et même les cotations boursières étaient faites depuis le 1er janvier. On l'a dans les mains depuis 10 ans. Mais on l'a dans les mains depuis 10 ans. Tout à fait. Alors, pour moi, c'est un succès, parce que là, on vit une crise qui n'est pas une crise de l'euro aujourd'hui, c'est une crise de la dette des pays de la zone euro. C'est quand même très différent. Et en tant qu'observateur, je vais vous donner des faits rapidement. À l'actif de l'euro, fin 99, il avait une année d'existence. Les émissions obligataires en euros étaient égales à celles en dollars. En deuxième point favorable, la masse monétaire de l'euro aujourd'hui est supérieure à celle en dollars. Troisièmement, les réserves obligatoires des banques centrales avant l'euro étaient 80-90% en dollars. Maintenant, elles sont à 30 ou 40% en euros. Et enfin, quatrièmement, s'il n'y avait pas eu l'euro, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus facile pour nos exportateurs, mais il y aurait eu sûrement pas mal de dévaluation. Et on considère que d'ailleurs, la Grèce aurait perdu au minimum par rapport aux marques 50%, la monnaie grecque, et le franc peut-être 25 à 30%. On a une crise de l'euro ou de la zone euro? Crise de la zone euro pour moi. Et on a les deux. À mon avis, je pense qu'on a les deux. On a évidemment une crise de la zone euro, ça c'est très clair, avec le problème de la dette souveraine. Mais on a bien un problème lié à l'euro. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie incomplète. On sait qu'une monnaie, pour fonctionner, doit pouvoir s'appuyer sur un système budgétaire relativement unifié. Et vous savez, dans le cas d'un pays, prenons le cas de la France, vous avez en 1980-81 une grave crise en Lorraine et dans le Nord. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement français organise des transferts budgétaires depuis des régions riches vers les régions qui sont en crise. Bien. C'est ce qu'on a refusé de faire. Pas qu'on n'a pas fait, on a refusé de le faire tout à fait consciemment dans le cadre de la zone euro. Les Allemands ont dit il ne doit pas y avoir de transfert budgétaire, la zone euro ne doit pas devenir une zone de transfert. Bon. Pardonnez-moi, pour des raisons de règles communautaires, il se trouve que, enfin, je veux dire, on peut pas incriminer, si je peux dire, on ne peut pas incriminer le bout de papier, si? Vous incriminez le bout de papier, alors, vous? Le problème, voilà. le bout de papier ne prend sens que par rapport à des institutions, si vous voulez. Et on savait dès le départ, dès la création de l'euro, que les institutions qui viendraient donner à ce bout de papier sa crédibilité étaient incomplètes. Donc c'est en cela qu'il y a une crise de l'euro. J'essaie de franchir encore une étape, et on est qu'au début de l'émission. Est-ce qu'on l'a mis trop vite dans trop de mains? C'est une autre façon d'aborder les choses. Est-ce qu'on l'a mis trop vite dans trop de mains? Non, moi je crois vraiment qu'on est en train de faire un procès a posteriori qui n'a pas lieu d'être dans les termes que nous utilisons. Il faut être clair, la crise que nous vivons est une crise de la dette. Une crise de la dette qui a commencé en 2007. Donc de notre train de vie. Une crise de notre train de vie. Il faut aller plus loin que ça. Cette crise, elle commence en 2007, et pas en 2008 d'ailleurs, elle commence en 2007 du fait des dettes américaines, du fait des banques américaines. Nous avons eu une migration de la crise d'abord depuis la dette américaine vers les banques mondiales. Les banques européennes ont dû transférer leurs dettes vers les États européens. Et à partir de là, les États européens qui avaient été probablement trop dispendieux dans la période précédente ont franchi la limite. Il faut être bien clair. Nous avons été dans cette crise parce que les États européens ont dû intégrer les dettes bancaires de leurs propres États et se sont retrouvés dans des situations de surendettement. Donc aujourd'hui, lorsque nous sommes dans une crise de la dette, il faut bien rappeler d'où elle vient. Elle ne vient en aucun cas de l'euro. Il ne s'agit pas de faire le procès des 10 ans de l'euro. Aujourd'hui, vous dites que l'euro n'y est pour rien. Les choses sont claires. Absolument. Je crois que vraiment, il faut le dire. L'euro n'y est
fait pour rien. De 2000 à 2008, voire à 2009, l'euro, entre 2007 et 2009, protège les pays qui font partie de la zone euro. Simplement, on se rend compte à partir de 2009-2010, c'est-à-dire grosso modo à partir du problème grec, qu'en effet, les pays de la zone euro, la Grèce en partie, qui ont accumulé d'une part des déficits vertigineux dans la période précédente, mais surtout ensuite doivent encaisser les dettes de leurs propres banques, ce qui se passe typiquement en Irlande, et du coup, évidemment, la zone euro se retrouve confrontée au fond à un double choc. Mais auparavant, je suis désolé, en 2008-2009, il n'y avait personne dans le monde qui disait c'est l'euro qui est en cause, c'est l'euro qui est la cause des difficultés. C'est tout d'un coup qu'on s'en est rendu compte, effectivement, 2009-2010. On va découvrir le premier reportage, je vous redonne bien entendu la parole. 10 ans d'euro, vous l'avez compris, un anniversaire qui contraste largement quant à son climat, quant à la liesse du lancement de la monnaie, qui est à peine arrivée à l'âge de raison, qu'on annonce parfois déjà sa disparition. 15 sommets, un fonds de sauvetage semble ne rien y changer. La monnaie européenne devait être protectrice. Elle n'empêchera pas, en tout cas, la France de perdre son triple A. Maxime Beneteau et Pierre Dehorne. Autour des distributeurs des premiers euros, ils sont moches, mon Dieu! Des scènes d'allégresse et des Français emportés par un élan pro-européen. C'était la nuit du 1er janvier 2002. Entre deux cérémonies d'inauguration dignes des Jeux Olympiques, les responsables de l'époque vantaient alors une monnaie commune, pleine de promesses. Introduire une discipline fiscale dans les différents gouvernements. Réussir à avoir un comportement et une politique monétaire commune. Cela a déjà été fait. L'euro apporte une rationalisation économique spectaculaire. L'euro est donc, pour nos pays, un élément de cohésion et non de division. Une décennie vient tout juste de s'écouler et le bouclier que devait constituer l'euro risque de se transformer en boomerang. Partout à travers l'Europe, la nouvelle année est marquée par l'austérité et les discours de gravité traduisent les menaces qui pèsent sur la monnaie commune. Une monnaie unique ne peut être un succès que si l'on travaille tous ensemble en Europe. L'Europe doit grandir de manière unie dans cette crise. Le chemin pour la surmonter est encore long et il ne se fera pas sans soubresaut. Le problème que vivent les marchés financiers est d'abord un problème à caractère européen, auquel doit être donnée une réponse commune, solidaire et convaincue. Nous faisons face à une situation extraordinaire et imprévue qui va obliger à prendre des mesures extraordinaires et imprévues. Avec une quinzaine de sommets en 2 ans, les États tentent aujourd'hui de corriger la tare originelle de l'euro, avoir créé une monnaie unique sans une union politique suffisante. Les Européens ont commencé à reconstruire la maison commune, pas assez vite, pas assez clairement pour les investisseurs. L'euro vient de terminer l'année à son niveau le plus bas face au dollar depuis près de 16 mois. C'est vrai que la situation économique et surtout en fait l'incertitude politique qu'il y a encore aujourd'hui en Europe et surtout le temps qu'il va falloir pour que les États se désendettent et respectent les ratios de solvabilité et les règles d'or, ça va prendre beaucoup de temps et qu'aujourd'hui les marchés sont en expectative et que donc la monnaie, la valeur de la monnaie reflète cette incertitude et cette expectation. Cette baisse de la valeur de l'euro pourrait favoriser les exportations, mais en l'état, elle ne suffira pas à redynamiser des économies en récession. Pour certains spécialistes, même pro-européens, l'hypothèse d'une sortie de l'euro n'est plus taboue, elle est même plausible. Mieux vaudrait donc l'organiser pour conserver la maîtrise du destin européen. Le pire dans la situation actuelle, c'est que ça pourrait se passer de manière non concertée. Donc le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on n'offre aucune perspective de résolution des problèmes d'écart de compétitivité entre les pays périphériques de la zone et les pays cœur de la zone. Et tant qu'on n'offre pas une solution à long terme à ce problème, à ce moment-là, on enferme les pays périphériques dans une impasse économique, sociale et politique, ce qui porte le risque très important qu'un jour, un parti anti-européen eurosceptique dans ces pays-là l'emporte et claque la porte. Et ça, ce serait vraiment le pire scénario possible.
10 ans après son lancement, l'année 2012 s'annonce cruciale pour le sauvetage de la monnaie unique que 2 tiers des Français disent aujourd'hui vouloir conserver. Alors, on a une question là aussi très carrée, première question de téléspectateurs. L'euro a-t-il rempli les objectifs qui ont été fixés à sa création ? Qu'en pensez-vous? Oui, sur le plan de la monnaie, à mon avis, oui, sur le plan de la monnaie, il a répondu à tout ça. C'est l'encadrement qui pêche, c'est les politiques qui ont pêché parce qu'ils n'ont pas su l'encadrer, parce qu'il n'y avait pas de structure. Et puis il y a même cette faiblesse de la gouvernance, elle se retrouve sur la BCE, la Banque Centrale Européenne. On se demande si elle a bien la bonne mission. Elle ne prête qu'aux banques privées. Elle devrait peut-être prêter un petit peu aux banques centrales des pays européens, voire aux États eux-mêmes, parce qu'en prêtant aux banques, ça ne sert à rien. Il lui prête de l'argent à 3 ans à 1% et il lui ramène le lendemain, au jour le jour, à 0,25. Les banques ne font absolument pas leur métier, elles sont inutiles, elles servent à rien, elles ne nourrissent absolument pas l'économie. On tourne en rond, ça ne sert à rien. Il ferait mieux de la Banque centrale d'élargir et d'aller aider vers les États ou vers les banques centrales européennes. Vous avez été pessimiste dès le début, vous? Oui. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Vous êtes converti, je dirais, aux faits. Non. Aujourd'hui, vous qualifiez de gravissime. Non, mais mon pessimisme est venu du fait que les institutions appuyant la monnaie unique étaient incomplètes. Je le répète, effectivement, ça a été dit dans le reportage, il n'y a aucune solution aux écarts de compétitivité. La seule solution possible, c'était en fait des transferts budgétaires extrêmement importants d'un pays vers un autre. Bon, ça n'a pas été fait. Bien. Il fallait quoi? Qu'on lisse la zone euro? Il fallait que l'on organise un budget fédéral. Ça n'a pas été fait, c'est impossible à faire. Oui, mais nous ne sommes pas les États-Unis. Les pays européens ont une histoire beaucoup trop longue. Et aujourd'hui, on voit bien. Regardez, même dans un pays, même en Belgique, les Flamands ne veulent pas payer pour les Wallons. Donc, on ne peut pas espérer que demain, les Allemands accepteront de payer pour les Espagnols ou pour les Italiens. Donc, il faut prendre acte de cette situation et comprendre que ça va poser un problème, et un problème très probablement insoluble. Pardonnez-moi, ils veulent pas, ils expriment une irritation, ils sont de mauvaise humeur, de temps à autre ils font semblant d'ailleurs de vouloir se séparer, mais au bout du compte ils le font, dans la réalité des faits. Comme l'Italie du Nord n'est pas encore séparée, que je sache, de l'Italie du Sud, ou que Lille accepte encore de payer des impôts dans un même cadre budgétaire que Marseille. Donc, oui, mais pas entre pays. Pas entre pays. Et là, si vous voulez, c'est très clair. Quoi, vous diriez la nation, la nation est trop forte, les constructions nationales sont de vieilles choses, sont des choses extrêmement puissantes qui, dans certains cas, ont plus de 1000 ans d'existence pour la Grande-Bretagne, le Royaume d'Angleterre et pour la France, qui, dans d'autres cas, sont plus récentes, mais ont quand même constitué leur réalité dès le XVIe et le XVIIe siècle. Et là, on ne peut pas passer un coup de rabot là-dessus. Donc il vaut mieux en tenir compte. Après, si vous voulez, il y a toute une série d'autres problèmes. Alors il y a effectivement le problème de la monnaie de réserve. Mais là, je suis obligé de vous contredire. Non, en 1998, un an avant l'introduction de l'euro, en fait, le dollar ne représentait que 62% des réserves. Non, j'ai les chiffres. Le reste, c'était quoi? Le reste, c'était le Deutsche Mark, 15%, la livre sterling, 10%, un petit peu le franc suisse, un petit peu le franc français, un petit peu le yen, etc. En fait, on a vu que l'euro s'est développé, mais il s'est développé sur quoi? Essentiellement, il a repris une partie de la part du Deutsche Mark, de la part du franc français, et il a réussi ça. On continue à monter. Non, il stagne aujourd'hui à 27%. Jacques Sapir, pardonnez-moi, j'ai très bien compris ce que vous me disiez, notamment sur l'aspect historique et la durée de la vie, par exemple, des nations, et donc éventuellement aussi des concurrences et des difficultés. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait, et l'Europe et l'euro, entre autres. C'est pour essayer de coexister ensemble le moins mal possible, mais forcément avec des difficultés, de même que tout le monde ne s'entend pas dans l'immeuble. Voilà, mais la coexistence, on vit quand même dans l'immeuble. La coexistence implique que l'on laisse des marges de flexibilité. Et on n'a plus ces marges-là. Pascal Perry. Non seulement il n'y a pas de sentiment européen, effectivement on est tous d'accord autour de la table pour dire que la monnaie, il y a un faible sentiment européen, en tout cas la monnaie n'est pas suffisante pour créer un vrai sentiment européen, il faut partager une communauté de destin. C'est vrai que les jeunes européens qui ont moins de 25 ans et qui ont fait un petit peu d'Erasmus, je veux dire, à mon avis, 1% des étudiants. Pardon, 1% des étudiants. Non, mais que la génération de mes enfants. C'est peu quand on le donne en pourcentage, mais ça fait quand même du nombre à l'arrivée. Pardon Yves Calvi, mais que la génération de vos enfants, de mes enfants, ait un sentiment européen, qui ait des échanges aujourd'hui. D'accord.
Mais en même temps, on est obligé, si on fait un petit inventaire, quand même de se dire qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, les politiques, les uns après les autres, nous ont vanté l'Europe comme une espèce de perspective souriante et qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, on nous dit c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'Europe. Donc il y a une vraie responsabilité des politiques. C'est-à-dire que si on revient au fait générateur de la crise qu'on traverse, moi je trouve que le procès qu'on fait à l'euro n'est pas le bon. On a pensé pendant très longtemps que la mondialisation allait être sympathique, que tout le monde allait pouvoir s'enrichir en même temps. Or, comme disait Deng Xiaoping, on ne peut pas s'enrichir au même moment. Hein, c'est honorable de le faire, mais on ne peut pas le faire au même moment. Les nouveaux pays, les pays producteurs, les pays de la délocalisation se sont enrichis, on a transféré des productions, des revenus, ils se sont enrichis et notre niveau de vie a baissé. On s'est endetté pour compenser les écarts de niveau de vie. Mais c'est une vraie crise de l'endettement. Que vous vous endettiez en euros ou en feuilles de papier, ça ne change strictement rien. Le fait générateur, c'est la mauvaise politique budgétaire, c'est le fait que l'État, les ménages, enfin l'État souvent seul s'est endetté pour les ménages et pour les entreprises. Parfait. Et qu'aujourd'hui on arrive au mur, au mur de la dette. Très bien, on arrive au mur de la dette. Et pour rentrer dans le mur de la dette, on commence par avoir une crise de l'euro, si je comprends bien. Alors, vous ne rendez pas responsable, j'ai bien compris. Mais juste une chose, à partir de ce qu'on vient de nous dire, et je voudrais faire réagir Philippe de Sertine, on dit tout le temps, c'est la faute de nos responsables politiques. Alors il se trouve que, aussi bien à droite qu'à gauche, nos gouvernements majoritairement, même s'il y a eu des dissidences fortes, ont souhaité construire cette monnaie européenne, et que nous, pendant ce temps-là, on continuait de s'endetter. Très bien. Mais nous les réalisons, jusqu'à preuve du contraire. Donc, est-ce que ça vous paraît pas un peu facile en permanence de mettre en cause les responsables politiques que nous désignons nous-mêmes dans des régimes démocratiques, et après ça fait des sondages où on dit on n'aime pas l'euro, mais on veut le garder quand même. Non, mais on est dans des ultra-simplifications. Est-ce qu'on peut mettre de quoi alors, les banques et la finance là-dedans ont-elles joué un rôle? Oui, mais on est dans des ultra-simplifications sans cesse, évidemment, qui d'un point de vue politique portent, mais d'un point de vue de la réalité économique et de ce qu'il va falloir faire, probablement vont déboucher sur des non-sens. On dit, tout à l'heure, vous disiez, l'euro ne joue pas le rôle qu'on attendait. Mais c'était quoi le rôle qu'on attendait? L'immense espoir. Mais pas du tout. Mais si, mais si. Rappelez-vous ce qu'a dit Delors. Rappelez-vous ce... Attendez, il a dit... Tous les gens qui ont fait l'euro nous ont dit ça va apporter une croissance supplémentaire. On a dit l'Union européenne. L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut aider les échanges entre pays. Elle veut que dans l'Europe, on fonctionne ensemble. Et là, lorsque vous êtes en train de dire, ça pose un problème de réfléchir au problème budgétaire, au fait que nous ne soyons pas en déficit, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va parler la même langue, qu'on va être tous dans un même pays. Ça veut dire juste simplement qu'on doit avoir du point de vue public une approche qui soit cohérente et qui soit relativement rationnelle. C'est tout, c'est pas plus que ça. Il faut arrêter de dire aux gens, on faisait l'euro, c'était pour faire un pays fédéral. Non, c'est juste pour dire, lorsque l'État va dépenser 1 euro, il faut qu'il réfléchisse à ses recettes. C'est tout. Et c'est effectivement ce qu'on n'a pas fait. Lorsque l'on dit l'euro devait favoriser la croissance, on n'a jamais dit ça. On a dit que les entreprises européennes, européennes, grâce à l'euro, allaient pouvoir fonctionner davantage ensemble. C'est pas la même chose. C'est bien le cas. Et c'est bien le cas, effectivement. Alors ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement des entreprises allemandes ont beaucoup plus exporté, ont beaucoup plus joué sur leur compétitivité dans la période qui est probablement liée, elle, au problème de la réunification, qui les a obligés à aller beaucoup plus vite, à penser le problème économique dans l'entreprise qu'en France, où effectivement on s'est retranché derrière cet euro qui permettait d'aplanir un certain nombre de nos incohérences et qui, évidemment, nous a conduit à avoir des politiques pendant très très longtemps qui étaient des politiques incohérentes du point de vue public, mais qui n'étaient absolument pas en contradiction, enfin, ou qui ne mettaient pas l'euro en contradiction avec ce pourquoi on l'avait créé. L'euro a bien permis des échanges davantage en Europe, il a bien permis une stabilisation, ce qu'on disait tout à l'heure, il a permis d'arrêter les baisses de valeur monétaire que l'on essayait d'organiser plus ou moins, tout ce qu'on a connu dans le passé et qui conduisait à des actions monétaires que l'on devait compenser, que l'on devait annuler et qui mettaient un bazar complet dans l'économie européenne. Alors, je vous le dis autrement, Jacques Sapir, c'est un mauvais moment à passer. Voilà. Et par ailleurs, on ne pourra jamais repartir en arrière. C'est-à-dire que partir en Grèce aujourd'hui et manger sa moussaka ou faire son plein en payant en euros, et le reste étant vrai dans l'autre sens, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Comment répondez-vous? Je réponds qu'on peut toujours revenir. Il n'y a pas de chose définitive d'un point de vue historique. Aucune construction humaine n'est définitive. Il faut le savoir. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, là où je m'inscris complètement faux, c'est que non seulement les dirigeants européens, de leur
pratiquement tous les dirigeants ont annoncé une croissance supplémentaire. Mais vous avez eu un très gros colloque. Ils nous ont jamais dit l'euro va créer de la croissance. Ils nous ont dit l'euro favorisera la croissance parce que nous allons travailler ensemble et favorisera les échanges. Les échanges. Non, ils ont dit beaucoup plus précisément. Là, je vous arrête. Ils ont dit beaucoup plus précisément, en 1999, Jacques Delors avait dit cela apportera 1% de croissance en plus. Je le cite dans mon livre. Oui. Bon, alors, après il y a un deuxième problème. Vous avez eu en 2004 un très grand colloque où on s'est posé déjà la question est-ce que l'euro est une monnaie globale ou est-ce que c'est un frein global, si vous voulez. Et dès cette époque-là, il y avait une conscience extrêmement claire des problèmes qui étaient posés et qui évidemment allaient faire retour sur les budgets des pays. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est que nous ne pouvons pas avoir la même politique entre les différents pays européens parce que nous n'avons pas les mêmes conditions de départ. Prenons simplement la comparaison entre la France et l'Allemagne. Bon, l'Allemagne est un pays dont la population est en train de se réduire et dont la réduction va d'ailleurs s'accélérer dans les 15 ans qui viennent. Alors que la France va continuer à croître, à un rythme certes faible, va continuer à croître. Aujourd'hui, il y a 3 fois plus de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail en France qu'en Allemagne, alors que techniquement, l'Allemagne a une population plus importante que la population française. Ça veut donc dire que la politique économique ne peut pas être la même en Allemagne et en France. Et ça, ce problème, vous ne pouvez pas le résoudre au sein d'une monnaie unique. C'est vraiment la politique. Ce que vous venez de nous dire, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de bon sens là-dedans, mais ça revient à dire d'une certaine façon, comme on est différents, on ne peut pas vivre ensemble. Non, on peut vivre ensemble. Heureusement, la vie nous prouve le contraire. On peut vivre ensemble dans toute une série de domaines, mais il faut adopter soit l'idée de transfert budgétaire. Grosso modo, il faudrait que, si vous voulez, si on était un pays fédéral, l'Allemagne subventionnerait l'économie française et les travailleurs français paieraient une partie des retraites allemandes. C'est ça. Bon, ça, on sait que ce n'est pas possible. Il ne faut pas, si vous voulez, là, il ne faut pas se raconter des histoires. Ce n'est pas possible. Donc, il faut se donner aujourd'hui en Europe les moyens d'avoir des politiques économiques différentes sans faire éclater l'Europe. En vous écoutant, je me disais, mais ça, on va le faire dans 30 ans. Oui, c'est pas possible, mais on n'a pas 30 ans pour le faire. On n'a pas 30 ans pour le faire. Alors, Pascal Ferry, et on revient à Jean-Pierre Gaillard. C'est pas possible, mais c'est peut-être souhaitable, non? L'idée de taille critique, non mais l'idée de taille critique, l'idée d'un marché qui représenterait 450 millions de consommateurs, ça fait du sens dans la mondialisation, me semble-t-il. Vous avez choisi l'exemple de la France et de l'Allemagne. On peut prendre l'exemple de la Grèce et de l'Allemagne. Ce sont les deux antipodes. Il y a un pays qui produit de la valeur ajoutée pour qui l'euro a été une forme de dévaluation compétitive. Ça a boosté les exportations allemandes, ça leur a donné de l'air. Les Grecs n'ont rien à vendre. Ils n'ont à vendre que des produits touristiques, ou si peu. Et donc, en réalité, effectivement, l'euro n'était pas adapté. Est-ce que pour autant, moi, je fais le procès de l'euro? Non. Je fais le procès de ceux qui, à marche forcée, ont fait rentrer dans l'Europe des territoires, des pays qui n'y étaient pas aptes. Peut-être que c'est ça le véritable procès. Mais aujourd'hui, charger l'euro, ça voudrait dire que l'euro va disparaître. Moi, je pense que l'euro, il a de la pertinence sur un territoire qui est probablement plus resserré au centre de l'Europe, qui représente des économies qui peuvent éventuellement converger les unes avec les autres. Mais faire le procès de l'euro, pardon, ça me paraît être un faux procès. Jean-Pierre Gaillard, et on parle de l'inflation. Je voudrais revenir une seconde sur le choc des cultures, et ça c'est vrai parce que je crois que c'est très important. C'est vrai que en Europe, on a chacun des cultures très anciennes et que c'est difficile et que ça s'affronte bien. Aux États-Unis, c'est un ramassis de Chinois, d'Italiens, d'Irlandais, etc. Face aux Indiens, ça ne faisait pas le poids. Oui, non, je dis un mix. Face aux Indiens, ça ne fait pas le poids. Donc nous, il y a un véritable choc, mais on a prouvé quand même pendant les premières années de l'euro qu'on arrivait à s'entendre. Comment s'est développé l'Espagne, comment s'est développé le Portugal, comment s'est développé l'Irlande grâce à l'euro. Non, c'est avant. Excusez-moi, laissez-le terminer. C'était pendant cette période également. Et puis, qu'est-ce qui a fait déborder la goutte qui a fait déborder le vase? Je suis désolé, c'est la Grèce. C'est quand il y a un pays qui a menti, qui a triché, qui s'est endetté très exagérément. Et là, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les banques centrales, la BCE aurait intervenu tout à fait au début. On éteignait l'incendie au début. C'est pas moral parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. Mais on en est là maintenant. Il faut des structures autour de la monnaie. Il faut des structures économiques, sociales, etc.
etc., fiscale. Mais moi, je pense qu'on doit pouvoir y arriver, et j'en suis à peu près même certain. Alors, les premières attaques contre l'euro sont venues en tout cas sur le front de l'inflation. Débat violent sur fond de désaccord entre les différents experts. Depuis le 1er janvier 2002, la baguette a effectivement augmenté de 27%, le café de 39% et les pommes de 65%. Des hausses qui n'ont pourtant rien à voir avec la monnaie unique, car dans la zone euro, l'inflation aura été globalement de 2,1%. Il n'empêche, la perception de vie chère a bien, elle, fait son chemin, notamment dans l'esprit des Français. Elisa Coudray et Joël Lefebvre. C'est la première préoccupation des Français. Le pouvoir d'achat, le coût de la vie. Et sur le sujet, les consommateurs sont presque tous d'accord. Difficile aujourd'hui de remplir son caddie. Depuis 10 ans, les prix s'envolent. Un même constat et un seul coupable, l'euro. Il y a une sacrée différence entre les prix en francs et les prix en euros. C'est parfois du simple au double, quoi. Si on remettait en francs les prix d'aujourd'hui, les commerçants seraient tués. Faut regarder, c'est inimaginable. Le prix du pain, jamais vous n'auriez payé votre baguette de pain ce prix-là, en francs. Je ne veux pas faire de misérabilisme, mais voilà, c'est plus difficile aujourd'hui qu'indubitablement il y a 10 années, quoi, c'est certain. Et les chiffres leur donnent raison. Selon une récente étude, depuis 2002 et l'arrivée de la monnaie unique, le soda a grimpé de 38%. Autre exemple, le café plus 39%, plus 47% pour un poulet label rouge, pour une pomme plus 65%. Quant à la fameuse baguette, référence très française, elle a augmenté de 27% en 10 ans. Mais ces hausses sont-elles vraiment dues à l'euro ? Cet artisan boulanger, lui, a une autre explication. Aujourd'hui, s'il vend sa baguette plus chère, c'est que ses charges ont explosé. C'est pas l'euro, c'est surtout une augmentation de tous les postes sur le compte de résultat. Vous avez déjà la farine, par exemple, qui a, par rapport à l'indice, qui a augmenté de 34%. Vous avez l'indice de la construction qui donne que tous les loyers ont augmenté de 40%. Le SMIC qui a augmenté de, je crois que c'est 34. Donc tous les postes, si vous voulez, qui sont des charges de l'entreprise ont augmenté même bien plus que le prix de la baguette, proportionnellement. Conséquence, pour conserver ses marges,